Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le point sur Radio et Télémétropole. Cette rubrique est présentée ce matin par Georges Allen. Avec nous en studio comme invité, le ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga. Bonjour. Bonjour Radio Télémétropole, bonjour Georges Allen de recevoir le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Vous êtes ministre de l'Éducation nationale, ça fait déjà 1 an et quelques mois. Vous avez été nommé en avril 2014. C'est bien ça. Vous allez, le 7 septembre prochain, procéder à l'ouverture officielle des classes pour la seconde fois. Quel est le constat aujourd'hui? Quel est le constat? Qu'avez-vous, que retenez-vous du système éducatif haïtien pendant 1 an et quelques mois passés à la tête de ce ministère? D'abord, permettez-moi, avant de démarrer l'entrevue, de partager le deuil et la douleur de la presse écrite, de la presse télévisée, en particulier le Nouvelliste et la Radio-Télévision nationale d'Haïti, qui viennent de perdre, et à leur famille aussi, qui viennent de perdre 2 jeunes. Je pense que dans un contexte où ce pays, notre pays, a beaucoup de difficultés à former des jeunes professionnels, à les garder en Haïti, à les garder motivés, je crois que c'est une perte. Que peut-on retenir d'un système éducatif aussi malade en 1 an pratiquement, et en étant siège depuis 1 an? Je pense qu'il est relativement difficile de mesurer le progrès, de mesurer les efforts en quelques mois. Je pense que ce qu'il faut retenir de ce système, c'est qu'il est encore malade. C'est une machine à tri, à exclure. C'est une machine qui n'arrive pas à former en nombre suffisant les professionnels dont Haïti a besoin dans toutes les disciplines et à l'échelle du territoire national. Écoutez, je pense que les statistiques le disent, quand on voit le taux de redoublement, quand on voit les abandons, et quand on voit aussi les indicateurs de réussite scolaire, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui qu'il y a eu beaucoup de progrès en termes de scolarisation, c'est vrai qu'on n'est plus comme il y a 30 ans, à chaque rentrée scolaire, c'est seulement la moitié des parents qui arrivaient à envoyer leurs enfants à l'école. Aujourd'hui, malgré les grandes difficultés économiques, on affiche quand même un taux net de scolarisation de 90%, mais ça veut dire qu'il y a encore environ 400 000 enfants qui n'iront pas de toute façon à l'école cette année. Mais au-delà du quantitatif, quand on veut analyser qu'est-ce que les jeunes retiennent, c'est encore un système éducatif qui transmet des savoirs ou inutiles, ou dépassés, ou des écoles qui forment des jeunes pour des métiers qui n'existent pas, ou qui n'existent plus, ou qui n'existeront pas dans quelques années. Donc il y a encore beaucoup de réflexions à faire, et le pays tout entier, véritablement, je le redis, qu'il faut tout un village pour éduquer nos enfants, mais pratiquement, il faut presque un pacte de non-agression. Je pense que quand c'est l'éducation, il faut que le pays véritablement s'unisse pour que la chose éducative soit la chose de tout le monde. 1 an et quelques mois, ce n'est pas beaucoup de temps, mais qu'est-ce qui a changé sous votre administration, votre ministère? D'abord, il faut dire que nous nous sommes inscrits dans la continuité de beaucoup de travaux qui ont été faits. Je pense que l'une des grandes difficultés pour le pays, c'est véritablement comment inscrire tout ce qu'on fait dans la durée, comment assurer la continuité de beaucoup de choses. Et je pense que nous sommes inscrits dans la continuité de beaucoup d'actions qui ont été introduites avant nous, que ce soit au niveau du plan national d'éducation de la formation, que ce soit au niveau de l'ensemble des programmes ou des projets de l'éducation pour tous, du plan opérationnel 2010-2015 en cours, et bien sûr, évidemment, du programme gouvernemental de scolarisation universelle gratuite obligatoire. Nous avons assuré la continuité de ces grands axes. Naturellement, je pense que tout manager a sa propre façon de voir un peu les agencements, la coordination, le suivi et même de prioriser certaines choses. Nous avons inscrit un peu dans cette dynamique 12 mesures qui, en fait, ne venaient pas tant que ça innovait, mais venaient et apporter une touche particulière de la façon de mettre en œuvre l'ensemble de ces différents programmes, parce que de toute façon, tout le monde sait qu'Haïti a 3 grands défis au niveau éducatif, un défi d'accès, il faut que 100% des enfants aillent à l'école. Un second défi de qualité, il faut que 100% aillent dans une école
de qualité où les enfants terminent leur parcours scolaire et peuvent s'insérer de manière réelle dans la vie professionnelle. Et troisièmement, c'est vrai que c'est un système aujourd'hui encore extrêmement ingouvernable. Le virage vers la qualité, on va en parler dans quelques minutes. Mais tout d'abord, faisons un retour sur l'année académique 2014-2015. On sait que cette année a été marquée par des manifestations en série. La politique a en quelque sorte pesé de tout son poids. Et quand la politique pèse de tout son poids, c'est l'économie d'une part et l'éducation de l'autre qui en font les frais. Est-ce que vous êtes satisfait de l'année académique 2014-2015 ? Quelle est la conclusion? Quel bilan tirez-vous? Non, je ne peux pas dire que je suis satisfait de l'année académique 2014-2015 à plusieurs égards. Si on prend les indicateurs traditionnels, oui, nous avons organisé le bac, nous avons organisé la rentrée scolaire, les enfants, oui. Mais quand on va au fond de la chose, je pense qu'il y a beaucoup de raisons pour lesquelles tout responsable se doit pratiquement même de ne pas dormir quand on regarde la façon dont nos salles de classe dans les secteurs tant non publics que publics sont en train de fonctionner. C'est vrai aussi que l'an dernier, nous avons perdu environ 1 mois et demi de jours d'école. Et dans ce contexte, nous avons beaucoup de difficultés à assurer la moyenne environ des 200 jours. Et dans ce contexte où, malgré nous avons essayé d'expliquer à la communauté éducative qu'il fallait encore comptabiliser un nombre d'heures, donc 950 heures qu'on doit accomplir au niveau de l'école fondamentale, 1140 heures au niveau de l'école secondaire, beaucoup d'écoles publiques, malheureusement, n'ont pas pu respecter ces volumes horaires. Beaucoup d'écoles, nous avons une seconde grande difficulté au niveau de l'année, c'est que les écoles fonctionnent pratiquement presque ou en méconnaissance ou en ignorance des programmes officiels. Et je crois que l'un des virages qu'on souhaite cette année véritablement et réaliser, c'est de nous assurer qu'il y a au moins le curriculum du préscolaire qui est connu, diffusé et respecté, le programme type au niveau du fondamental et du secondaire particulier qui sont respectés. Donc, je pense qu'en termes de bilan, et nous avons raté beaucoup de jours d'école. Nous avons enclenché beaucoup de mesures qui prennent du temps à s'accomplir, à s'inscrire dans le concret. Pourquoi? Parce que c'est normal, dans tout projet de changement, il faut mesurer la qualité de l'effort à faire par rapport au niveau de résistance. Il y a énormément de résistance. Je ne pense pas que ce soit en Haïti seulement qu'il soit simple, facile pour un ministre de l'Éducation à s'assurer véritablement que ce qui est important, c'est l'enfant en salle de classe. Je pense que nous avons essayé. Et peut-être s'il y a une chose qu'on a réalisée, je pense, c'est avoir pratiquement créé une nouvelle conversation nationale, au sein des familles, au sein des syndicats d'enseignants, au sein même ou des acteurs politiques, de l'intérêt à changer l'école. Venons-en maintenant aux 12 mesures. On ne va pas les citer, mais quand même, les gens le savent déjà. À l'annonce de ces 12 mesures, des syndicats d'enseignants, des responsables d'école avaient crié au scandale parce que les examens de la 6e année fondamentale allaient être réalisés en classe, organisés en classe, dans les écoles. Il y aurait un bac unique. Donc c'était la peur en quelque sorte. L'organisation des examens fondamentaux dans les écoles, qu'est-ce que ça a permis? Je pense qu'il faut le mettre en perspective. Et sans vouloir comparer, moi je voudrais bien demander, je demande toujours, je ne connais pas de pays en réalité qui organise 4 examens officiels, 2 examens officiels par cycle. J'en connais pas, mais véritablement, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs. Nous avons fait le tour, nous avons discuté avec beaucoup de professionnels, nous regardons l'environnement et je reviens d'ailleurs d'Incheon, en Corée du Sud, où l'ensemble des pays, nous avons organisé beaucoup de ministres d'éducation, on a fait le tour de l'évolution des systèmes éducatifs. Je pense que tous les pays, aujourd'hui, s'accordent sur 12 années de scolarité avant le cycle universitaire. Nous en avons 13, actuellement. Tous les pays s'accordent sur un certain nombre de paramètres de façon à évaluer de manière comparative les enfants en situation d'apprentissage sur les matières clés, sur la lecture, l'écriture, les mathématiques. De toute façon, je pense qu'il était temps. De la même façon, le pays
a peut-être vécu douloureusement, je ne sais pas. Aujourd'hui, on n'essaye plus le grec, le latin dans les écoles de manière... D'aujourd'hui, l'examen oral qu'on faisait pour le bac ne se fait plus. Je pense que les gens vont finir par s'habituer à ce qui se passe de manière réaliste ailleurs, parce que c'est vrai que beaucoup ont peut-être pris seulement le côté économie de la chose. C'est vrai que ça nous a permis de réaliser des économies d'environ 8 millions de dollars américains qui ont été réinvestis pour recruter 3500 enseignants. Et là, au niveau de la rentrée, on va encore en recruter 500. C'est vrai. Mais je pense qu'il fallait regarder aussi la valeur pédagogique de ces évaluations et la valeur certificative de ces évaluations. Ce qui compte pour un ministre de l'Éducation nationale, quand il fait un examen d'État, c'est non seulement c'est une sanction pour savoir est-ce que l'enfant a acquis un socle de compétences correspondant à un cycle particulier, le cycle fondamental de 9 ans, ou le cycle du secondaire aujourd'hui encore de 4 ans, alors que dans la plupart des pays, c'est de 3 ans. Ce qu'il faut réaliser, est-ce que ceci a été fait? Est-ce que ceci permet de passer à un autre niveau? Et en plus, pour le ministère de l'Éducation nationale, c'est son propre examen. Est-ce que je sais, effectivement, les enfants ont réussi ou ont échoué en mathématiques et pourquoi? En lecture, écriture ou en langue et pourquoi? Et jamais, jamais, le pays ou le ministère véritablement utilisait les résultats de ces examens pour s'auto-évaluer et surtout pour corriger son propre cahier. Même si les enfants échouaient en mathématiques ou échouaient en chimie, en physique, mais cela ne servait pas véritablement pour qu'on revienne l'année d'après et pour qu'on dise, cette année en particulier, il faut qu'on mette l'effort pour la révision de l'apprentissage des mathématiques ou la révision de l'apprentissage de la... Et c'est à ça véritablement que l'évaluation sert. Une dernière question avant de refermer la première partie de l'émission. Pour la première fois, le pays a fait l'expérience du bac unique, les examens de fin d'études secondaires. L'expérience se révèle comment? Je pense qu'elle est positive. Je pense que, naturellement, tout ce qui se fait une première fois dans un contexte de transition, je dirais même pédagogique, et amène son lot de rumeurs, son mot. Quelques jours avant, beaucoup de gens... La mutation engendre la douleur. Tout. Absolument. Beaucoup de gens disaient non. Le ministère disait qu'on va reprendre l'examen de Réto, qui va être officiel. Quelques jours avant l'examen de la 6e année qui se passait en salle de classe, les gens disaient de toute façon, le ministère envoie une circulaire disant que l'examen revient. Il y a beaucoup de la même chose. Aujourd'hui encore, certains disent que la rentrée scolaire, ce n'est pas le 7 septembre, c'est une autre date. Je pense qu'à la fin, ce qui est important, c'est que tout comme je me suis inscrit dans la continuité d'une réforme éducative qui dure trop, je pense que le plus important, c'est qu'on arrive à créer le maximum de consensus sur la portée de ces mesures. Et voilà, vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Ce matin, nous parlons éducation et bien évidemment, notre invité, c'est le ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga. Restez avec nous, on revient après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Vous suivez, mesdames, messieurs, Radio et Télémétropole. À l'heure de la rubrique Le Point, notre invité ce matin, le professeur Nesmi Maniga, qui est le ministre de l'Éducation nationale. On parle encore des 12 mesures initiées par votre ministère, M. Maniga. On sait qu'aujourd'hui, plus de 70 000 enseignants sont en train de recevoir leur permis d'enseigner. L'octroi de ce document a été fait suivant quels critères, sur quelle base? Nous avons réalisé en septembre 2014 un inventaire des ressources humaines, particulièrement des enseignants en salle de classe, tant dans les écoles publiques, donc les écoles nationales, les lycées, que les écoles privées, non publiques en général. Et ce recensement qu'on avait fait l'an dernier a conduit à un chiffre qui tournait autour de 200 000 personnes qui se déclaraient, parce que c'est du déclaratif, contresigné par un chef d'établissement, un directeur d'école, qui se déclarait enseignant en salle de classe. Et quelle était l'idée? L'idée, c'était de nous assurer qu'effectivement, et c'était une demande de la profession enseignante, c'était de dire que
Un enseignant en salle de classe doit avoir un statut. C'est un professionnel qui est reconnu. Et comme pour beaucoup d'autres professions, on n'entre pas qui veut. Il peut, et justement, il mérite un parcours professionnel, un respect au sein de la communauté de ses pairs, et il a droit à un permis. Ce permis est délivré par le ministère de l'Éducation nationale, dans un premier temps, sur la base de ce déclaratif. Donc, il ne s'agissait pas pour le ministère de dire qu'un tel, que Georges Allen, aujourd'hui, il a un permis d'enseigner parce qu'on a reconnu à la fois qu'il est en salle de classe, deuxièmement, qu'il a une compétence disciplinaire particulière. Ce permis nous permettait, en termes de gouvernance, de dire qui est en salle de classe. Et pendant un certain nombre de temps, on a dit à la date d'émission du permis, et pendant 2 ans, le ministère et l'ensemble du dispositif dont possède le ministère de l'Éducation nationale allaient s'assurer, soit déjà sans examen, parce que l'individu peut faire la preuve qu'il a les compétences dans un premier temps, et deuxièmement qu'il est en salle de classe, il a la preuve pour passer du permis provisoire d'enseigner au permis d'enseigner. Et c'est ce processus que nous démarrons. Naturellement, il y a beaucoup de gens qui pensent que nous sommes allés trop lentement. Je pense qu'il faut mesurer que dans un contexte aussi compliqué, 1 an, c'est pratiquement pas grand-chose. Installer dans la durée ces 12 mesures prendront beaucoup de temps, et ce n'est pas en 1 an qu'on aurait pu avancer plus vite. Naturellement, si vous me posez la question, c'est évident qu'il y a des moments de frustration. C'est une machine administrative extrêmement lente. Je ne mets pas ceci uniquement au compte de la résistance. Je pense que même de bonne foi, le ministère de l'Éducation nationale a de grands défis, à la fois de rajeunissement, de modernisation, de productivité. Il faut être conscient de ça. Le plus important, c'est que les processus sont en branle, que ce soit la distribution des permis provisoires d'enseigner, la distribution, la production de tout ce qu'on a appelé la carte d'identité d'établissement pour reconnaître les établissements, parce que l'un des grands problèmes de gouvernance du système, c'est que malheureusement, hélas, le ministère est en dehors de la pratique éducative, les écoles naissent, disparaissent, sans que le ministère de ça, absolument. Et ceci à tous les niveaux, au niveau du préscolaire, au niveau du fondamental, au niveau du secondaire, technique et professionnel, au niveau de l'université. Donc je crois que là, c'est aussi pour moi l'occasion d'attirer l'attention de tous ceux-là qui aujourd'hui briguent un poste au niveau du Parlement haïtien. L'un des grands défis que la 50e législature aura, c'est de doter le pays de lois modernes, de lois tout simplement qui rendent gouvernable le système éducatif. Jamais ce pays, à aucun moment, ne s'est donné aucun texte législatif sur l'enseignement technique et professionnel. C'est un décret-loi qui date de 1960 qui permet à un ministre de l'Éducation nationale de gérer aujourd'hui cette offre éducative au niveau universitaire anarchique. On ne dispose pas d'instruments juridiques, légaux, véritablement, qui permettent de gouverner de manière professionnelle le système éducatif. C'est vrai que personnellement, j'ai déposé le 1er septembre 2014, à la demande du gouvernement de la République, 2 projets de loi, un sur l'enseignement supérieur, l'autre sur la formation technique et professionnelle. Peu importe la qualité des débats qu'on doit avoir sur cette loi et ce qu'on peut en penser, elles ont le mérite d'exister, ces projets. Je pense que le pays, aucun ministre d'éducation ne peut réussir véritablement si le pays ne se dote pas de lois véritables sur le financement, sur la gouvernance locale, sur la participation du secteur privé, sur la participation des collectivités territoriales, sur le rôle des parents, sur tout ce qui permet à un pays de moderniser son système éducatif. Donc le Parlement aura un rôle clé à jouer. Aidez-nous à éclaircir un point. Est-ce que pour l'année académique 2015-2016, quelqu'un qui n'a pas en main le permis provisoire d'enseigner ne pourra pas professer, ne pourra pas enseigner? Je pense que ce qui est très clair aujourd'hui, c'est qu'une fois que le ministère aura dit que nous avons terminé avec la distribution de ces permis provisoires d'enseigner, de toute façon, dans notre base de données, nous avons la liste de tous ces gens, même quand ils n'ont pas encore reçu physiquement ces permis provisoires d'enseigner. On va aller plus vite parce que là, l'école reprend et les enseignants seront en salle de classe pour la distribution de ces permis provisoires d'enseigner. Une fois qu'on aura terminé avec ce processus, il est très clair que ce soit dans une école publique comme dans une école privée, personne ne devra y avoir accès
Parce que ce permis donne la garantie aux parents, donne la garantie au directeur d'établissement que cet individu, monsieur ou madame, le ministère reconnaît qu'il est en salle de classe avant de reconnaître véritablement qu'il est compétent pour être en salle de classe. Voilà. Le PSUGO, maintenant. Le PSUGO, c'est le programme de scolarisation universelle, gratuite et obligatoire. Le président Michel Martelly a le mérite d'avoir initié ce grand débat, incité ce grand débat dans la société sur l'éducation via le programme PSUGO, qui, selon certains, laisse quelque peu à désirer. Le président Michel Martelly est arrivé en fin de mandat. Est-ce que cela implique la fin du programme PSUGO? Encore cette année encore, ils vont y avoir des écoles impliquées dans le programme, l'école gratuite, ça se poursuit. Malgré tous les efforts, le mérite de tout programme de scolarisation universelle gratuite obligatoire, et incluant le programme PSUGO, le programme de scolarisation universelle gratuite et obligatoire, aujourd'hui, il y a 10% des enfants haïtiens qui ne sont pas encore en salle de classe. Nous parlons d'environ 400 000 personnes. Donc je ne vois pas comment quelqu'un, un responsable, pourra prétendre qu'un programme de scolarisation n'est pas opportun, n'est pas pertinent. Je pense que ceci ne devrait même pas poser l'objet de débat. Haïti doit accélérer ses moyens pédagogiques, financiers, pour absorber le lot de ces exclus et qui représentent encore une menace en termes d'inégalité sociale, d'exclusion pour Haïti. Ce qui aujourd'hui devrait poser débat, ce n'est pas est-ce qu'on continue ou pas, c'est comment est-ce qu'on continue ou pas un programme de toute façon qui a toute son importance. Personne ne peut reprocher au président Martelly d'avoir voulu scolariser à l'époque environ plus de 20% d'enfants qui étaient en dehors du système scolaire. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, et le président le dit lui-même, c'est non seulement que ces enfants soient en salle de classe, non seulement qu'il faut accélérer pour que les autres soient en salle de classe, mais il faut que tous on s'assure que ces enfants aient un parcours scolaire adéquat qui leur assure une insertion socio-professionnelle, une insertion dans la vie active, une insertion tout court dans la société qui existe comme citoyen. Et c'est là où rentre en jeu la réforme éducative qui, ce n'est pas uniquement assurer que l'enfant est en salle de classe, mais que l'enfant apprenne quelque chose qui lui soit utile. Donc je pense que, personnellement, il y a beaucoup de chemin qui reste à faire. Je pense qu'on ne peut pas s'attendre à ce que le système éducatif haïtien, aussi malade tel qu'il est, absorbe de manière facile, de manière aisée, des cohortes de 1000, 2000, 3000, 10 000, 50 000, 1 million d'enfants sans que rien ne se passe. Il faut avoir le nombre d'enseignants formés. Il faut penser à la qualité des infrastructures et des équipements scolaires. Je pense que ce qui fait souvent défaut dans ce genre de défi, c'est la synchronisation. Comment synchroniser une demande sociale éducative avec une offre simultanée d'infrastructures et d'équipements scolaires, une offre équilibrée en termes de revenus fiscaux qui permet effectivement d'absorber ce flot. Et moi, je pense, et ça, j'assume ce que je dis, que c'est dommage que le FNE ait été politisé. Je pense que ce pays a le Fonds national de l'éducation. Je pense que plus que jamais, ce pays a besoin de se doter de revenus additionnels pour financer son système éducatif. Je pense que de toute façon, on ne peut pas faire l'économie du débat sur un fonds sur l'éducation. Je pense que tôt ou tard, le pays devra décider comment financer de manière... parce que c'est vrai qu'on est à 5% du PIB sur l'éducation, mais comme ce pays a tellement de retard, regardez l'état de nos salles de classe, regardez la façon dont la majorité des enseignants sont traités en Haïti. Il faut absolument un financement additionnel. Malgré les plaintes, les complaintes, vous l'avez dit hier, l'ouverture officielle des classes, c'est pour le 7 septembre prochain. Lundi prochain. Lundi prochain. Donc, le ministère est prêt, avez-vous ajouté, prêt dans quel sens? Aidez-nous à creuser en profondeur lorsque le ministère se dit prêt dans ce contexte de vie chère, de dollars qui grimpent. Qu'est-ce que cela signifie être prêt pour la rentrée des classes lundi prochain? Je pense qu'il faut inscrire ceci dans
toute la série de mesures que le ministère doit prendre pour assurer que les salles de classe soient ouvertes le 7 septembre. Il est évident, être prêt aurait voulu dire que 100% des enfants aient les moyens de rentrer en salle de classe et d'avoir accès à un maître formé et motivé. Je ne pense pas qu'on parle de ça quand on dit qu'on est prêt. On est en train d'optimiser sous contrainte. Une fois de plus, le gouvernement a financé, a subventionné la rentrée scolaire à hauteur de 2 millions de livres subventionnés à 70%, 972 000 livres en dotation dans les écoles, à hauteur des efforts qui sont faits pour que cette année scolaire, on est en nette diminution, mais c'est quand même 700 000 plats qui seront offerts dans les écoles pour les groupes les plus vulnérables. C'est aussi 400 000 kits scolaires qui seront distribués. Je pense que cette batterie d'efforts sont faits pour aider les couches les plus vulnérables. Si vous me posez la question, est-ce que ça suffit? Je vous dirai que non. Le gouvernement dira qu'il est conscient qu'il y a plus à faire quand on est dans un contexte de pauvreté et d'exclusion aussi et grave. Est-ce que les parents sont prêts? On sait que pas nécessairement, pas tous. C'est l'histoire d'Haïti depuis 200 ans, que tous les parents n'ont pas toujours les moyens suffisants pour scolariser convenablement leurs enfants. C'est un combat. Est-ce que c'est une raison pour reporter la rentrée scolaire? Quand la République voisine à côté, avec laquelle on a autant de disparités, a ouvert ses portes dès le 17 août, donc on a 3 semaines d'écart, on se bat pour entrer environ dans les 200 jours d'école, je pense que ce serait la pire des choses si à l'intérieur du même pays, certains enfants reçoivent 191 jours de classe et d'autres en reçoivent 100. Ce serait encore une grave crise qu'on prépare pour l'avenir si de l'autre côté, les autres enfants passent 200 jours à l'école et qu'en Haïti, qu'on passe 100 jours à l'école. Je pense que c'est ainsi qu'il faut inscrire cette volonté d'être prêt pour que les parents, malgré les difficultés, envoient leurs enfants dès le premier jour, avec la précaution que le ministère prend en invitant les chefs d'établissement, les directeurs, à accepter que les parents qui ne soient pas prêts envoient leurs enfants sans uniforme, envoient leurs enfants avec les moyens qu'ils ont, parce que le plus important, c'est qu'on ne soit pas comme il y a 30 ans, que uniquement la moitié des enfants allaient en salle de classe, tout se passait entre guillemets bien. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est à 90%, 10% hélas n'iront pas encore cette année. Ce qui est important, ceux qui ont la possibilité d'y aller, c'est qu'ils aillent dès le premier jour. Mais c'est un effort que le pays se doit de faire. Il est inacceptable qu'en 2015, qu'on soit encore à ce tournée de scolarisation. Et le port de l'uniforme unique dans les écoles nationales et publiques, c'est pour cette année? C'est pour cette année. Nous avons tenu beaucoup de réunions de travail avec les écoles publiques, les directeurs d'écoles publiques, avec les écoles nationales congréganistes. Je pense que ceci participe à l'état d'esprit aujourd'hui. D'ailleurs, c'est le thème de la rentrée scolaire de cette année. L'année dernière, on a eu toute une campagne d'éducation civique sur le thème de « Quimbe tête nous ». Cette année, c'est nous toutes semblés. Et je profite de ce microphone pour remercier une fois de plus tous ces artistes qui bénévolement ont prêté leur voix et leur talent au ministère de l'Éducation nationale pour réaliser cette chanson qui bientôt va être la chanson, le thème de l'année scolaire, nous toutes semblés, pour l'ensemble des écoles publiques. Je pense que ça fera une différence. Si l'ensemble, parce qu'on parle quand même de 40% des effectifs scolaires, on parle quand même d'environ, c'est plus d'1 million d'enfants qui porteront les mêmes couleurs cette année. On souhaite que le secteur privé emboîte le pas les prochaines années. C'est un grand symbole de fraternité scolaire. Ceci invite, ça prend plus que ça pour réduire les inégalités, ça prend plus que ça pour réduire l'exclusion, mais je pense que dans le symbole, c'est un premier pas. Et aussi, il ne faut pas oublier, ce n'est pas pour rien que la République dominicaine, Cuba, le Costa Rica, la Jamaïque et d'autres pays l'ont fait. C'est aussi pour permettre aux parents de bénéficier à meilleur coût de l'uniforme scolaire. Parce que plus on achète en volume les mêmes quantités, les mêmes couleurs, économie d'échelle, les parents pourront en bénéficier. Deux petites questions pour finir. C'est de la part d'une auditrice de Radio-Télé Métropole. Vous aviez demandé qu'il y ait une 50aine d'écoliers par salle de classe. Est-ce que cela va être respecté? Alors, cette mesure, c'est pour les lycées de la République en particulier.
en particulier on parle des lycées, naturellement c'est pour l'école en général, pour l'école publique en général, c'est un cri d'alarme parce que nous avons constaté, moi personnellement, j'ai visité des lycées pour lesquels les salles de classe accueillaient 200 enfants. Ce n'est pas des lieux d'apprentissage avec 200 enfants. Aucun professeur ne peut véritablement animer une salle de classe avec 200 enfants. Il y a une mauvaise pratique de vouloir, au niveau des lycées de la République, accueillir trop d'enfants. Naturellement, je tais les raisons pour lesquelles il peut y avoir une certaine motivation à accueillir beaucoup plus qu'il n'en faut. C'est évident qu'on ne peut pas exclure les enfants qui sont déjà, mais comme responsables, nous ne pouvons plus accepter que cette année, que les salles de classe se remplissent au-delà de la norme internationale qui ne devrait pas dépasser 40. Comme on est dans un contexte encore de transition pédagogique, je pourrais dire ça comme ça, nous n'allons pas exclure les enfants qui sont déjà. Donc malheureusement, on va encore traîner cette année des salles de classe pléthoriques de plus de 100 enfants, mais pour les nouvelles cohortes qui arrivent en secondaire 1, il faudra, et on a instruit les directions de lycées en particulier, ou d'écoles fondamentales, de ne pas dépasser les 60 enfants en salle de classe, qui dépassent déjà de loin la norme internationale. Et si monde qui pas passé examen bac 1, bon, c'est pas un bac 1 encore, qui pas fait réto, qui allait directement dans philo, qui ça nous pourrait le faire avec eux? Parce que son flux de petits monde qui arrive. Non, je pense que système et les façon, malgré que j'ai un paquet de problèmes pour nous gérer, moi si mon pas capable de faire seconde, nous retrouver dans philo. Le ministère a des moyens pour le compte qui ti moun qui t'inscrit dans réto. Toute l'école nous recevons liste ti moun qui t'a fait examen réto. Et ou pas qu'à sauter dans seconde pour passer dans philo. Ou pas qu'à passer dans réto. C'est même genre, est-ce que tu es capable de passer dans secondaire 1 ou passer dans secondaire 2? Secondaire 2, secondaire 3. Je pense que le ministère a une façon pour le contrôler ça. Et naturellement, toujours en pile tentative chaque année, même le te gen réto comme ça, que si vous ne pas passer dans seconde, il passe enfin dans secondaire 2, là dans secondaire 3. Et ça fait partie de toutes mesures que le ministère prend. D'ailleurs, il faut me annoncer que un communiqué officiel qui pourra rappeler à Nessa que le ministère a mis en œuvre ça que le toujours fait, malheureusement que le pas de fait, ça que les registres national des élèves. Pendant le mois de septembre, chaque direction de l'école a une obligation voyer bail, que ce soit du district scolaire, jusqu'à ce que le rive dans la direction départementale, jusqu'à ce que le rive dans le ministère de l'Éducation nationale, liste formation de classe. Autrement dit, liste tout le monde qui est dans la salle de classe, nom, prénom, date de naissance, côté petit monde en fait, nom maman, nom papa, tuteur, en fait, toutes données que le ministère toujours demandé pour que nous soyons capables d'établir ça relève registre national des élèves, qui a automatiquement généré à travers un système d'information que nous avons pour ça, un matricule, un nom, un identifiant, un code que la pied cap sur pendant tout le temps dans cycle fondamental avec cycle secondaire. Monsieur le ministre, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci une fois de plus à Radio Télémétropole. Malheureusement, nous ne pouvons pas même parler du préscolaire qui est là tout extrêmement important. Il faut commencer par le commencement. Curriculum. Sur le curriculum du préscolaire. L'école, il faut commencer par le commencement. Malheureusement, l'État a été ignoré pendant trop longtemps. Ça veut dire l'école maternelle, kindergarten ou bien le préscolaire. En ça, nous décidons que nous distribuons un apprendre public un curriculum unique, un programme unique pour toute l'école. Ce n'est pas stade côté pour l'apprendre lire, pour l'apprendre compter, pour que l'apprendre faire examen, pour que le passer, pour que le pas de graduation. Li uniquement là pour tout le monde de 3 ans à 6 ans parce que malheureusement, il y a pile dérive. Il y a des gens parce que les parents ne connaissent pas. Les gens ont 7 ans, 8 ans, parce que le pas fait préscolaire. Ils fait là dans l'école préscolaire alors qu'il était supposé aller à l'école fondamentale. Pendant qu'on a encouragé tous les parents faites si moun yo entre 3 ans et 6 ans participer à des activités éveil, de développement pour équilibre émotionnel, c'est ça préscolaire là. Mais si malheureusement pas de temps fait si moun nan gen plus que 6 ans, c'est pas la peine. Aucun de l'école préscolaire pas gen droit recevoir ti moun qui gen plus que 6 ans. Voilà. Merci monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Nesmi Maniga, vous avez suivi, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Restez donc branchés sur la chaîne 52 et le 100.1. Vous ne serez pas mieux ailleurs.
Merci encore, Monsieur le Ministre. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.